j'accueille Caroline Loeb. Paresseuse, par essence elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. Tout le monde en a parlé à retrouver Caroline Loeb dans le 20e arrondissement de Paris. Signe particulier, Caroline est une collectionneuse. Voilà, donc partout où je vais, je chope des trucs aux puces, par terre. Vraiment, et à quoi donc lui servent tous ces trésors de guerre? J'ai un spectacle que je tourne depuis 2 ans qui est donc Mistinguett, Madonna et moi. Quand j'arrive sur scène, j'arrive avec effectivement mes colliers, genre c'est moi. Et en plus, il y a un côté un peu armure, il y a un côté un peu cotte de maille. Ça fait du Mais bien, de toutes les matières, laquelle elle préfère? C'est terrible. Des chapeaux que je chope de ci, de là. Petites choses basiques. Je ressemble incroyablement à Audrey Hepburn, on me le dit souvent. Donc le chapeau claque, ce qui est merveilleux, c'est qu'on fait... Voilà. Ils sont moches ces escaliers, attendez, c'est pas possible. Qu'importe. Caroline se presse pour retrouver le glamour de sa boutique préférée dans les arrière-cours du Paris des cabarets. Ah, d'accord, ok. On va récupérer un éventail pour mon spectacle Mistinguett, Madonna et moi, qui a été malencontreusement cassé. Donc j'ai dû faire changer quelques plumes. J'adore aller chez le plumassier. Quelquefois, je croise les assistants de grands couturiers qui viennent choisir des plumes magnifiques. Bonjour, Edith. Ça va? Et je lui en fais voir de toutes les couleurs à cet éventail, hein, parce que c'est vrai que j'ai tout un passage dans mon spectacle où je dis que j'ai un point commun avec Mistinguett, c'est que j'adore les plumes. Puis après, je pars dans un délire comme ça où je le... Oh là là, oh, je peux plus le faire comme avant, dis donc. Je vais le mettre. Oui, c'est Zizi Jeanmaire aussi, évidemment. Zizi Jeanmaire, elle était absolument merveilleuse. J'adorerais avoir un truc comme ça, descendre des escaliers avec des filles autour. J'adore ça. Enfin, j'espère à pas trop bientôt, il va falloir qu'ils tiennent quand même. Hein? Merci, mademoiselle. Au revoir. Je rêverais de présenter une revue, j'adorerais ça. Ouais. Parce qu'il y a quand même une dame comme Liliane Montevecchi, elle a fait ça, je sais pas, jusqu'à 70 ans, 75 ans. Joséphine Baker, elle a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. Elle avait plus de 70 ballets. Et Marlène a chanté jusqu'à 75 ans. Enfin, tout ça, c'est des femmes qui ont continué vraiment jusqu'au bout. Même Zizi Jeanmaire, je l'ai vue au Bouffe du Nord. J'étais en larmes. C'était tellement, tellement beau, tellement élégant, tellement piquant. J'adorerais faire ça. Bon, je le fais avec mon spectacle en version light, on va dire. Caroline file dans les rues de la capitale, direction le studio d'enregistrement où elle doit finaliser ses projets, dont un avec sa grande copine Isabelle Alonso. Voilà. Partout où on va, il y a des travaux. Hein. C'est ouvert. Ça va. Elle retrouve Laurent, son directeur artistique depuis 15 ans. Caroline est une fidèle. Et quelles sont ses autres qualités? Merci. Délicieusement snob, alors c'est le seul défaut que je gobe. Pour elle, la négociation commence quand on lui dit non. Tu peux me dire ce que tu penses? Et l'on retrouve Gérald, l'accordéoniste de son spectacle depuis 1 an. Les histoires que je vis et celles que j'invente. Caroline, ce qui est séduisant chez elle, c'est que elle n'abandonne jamais. Donc on n'a pas le choix quand on est avec elle. Soit on prend le train avec elle, soit on reste sur le quai. Et dans ce cas-là, on la voit partir et on regrette parce que avec Caroline, on n'est jamais déçu, quoi. Les Américains appellent les gens comme moi des Renaissance persons, les gens de la Renaissance, parce que c'est des gens qui font plein de choses. La Renaissance, c'est bien, mais la reconnaissance ne lui manque-t-elle pas? Pas d'autographe!
Et maintenant, la lumière se rallume sur Caroline Loeb. Caroline, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Bonjour Thierry. Ça va? Super. Alors Caroline, vous êtes née le 5 octobre 1955 à Neuilly-sur-Seine. Quand vous naissez, votre famille habite encore à Paris, près du Palais Royal, mais plus pour très longtemps. En effet, votre grand-père était un marchand d'art exceptionnel, une star dans le monde de la peinture, ce qui fait que quand votre père veut monter sa galerie de peinture, pour exister, disons, il le fait à New York. On quitte Paris quand j'ai 4 ans et on va s'installer à New York pour 6 ans. Ouais. Et je passe donc vraiment ce qui est l'enfance, mon enfance à New York devant Central Park. On a la nature sous les fenêtres. Ouais. Je voyais mon père faire du ski en bas. Le bonhomme de neige qu'on avait fait le matin, on le voyait du 52e étage. Ouais. Alors après l'aventure américaine, votre famille revient s'installer à Paris, rue Michel-Ange dans le 16e. À l'époque, vous découvrez la musique, vous écoutez Henri Salvador, Bobby Lapointe. Oui, mais aussi beaucoup d'opéra que j'avais déjà commencé à écouter beaucoup à New York. À l'époque, quand vous écoutez de l'opéra, vous pensez déjà à la mise en scène de l'opéra, non? Oh là là, mais il est super bien rencardé. En fait, je me shootais à l'opéra, je me défonçais à l'opéra, je me défonçais à Verdi, à Mozart. C'est-à-dire que c'est tellement fort cette musique, c'est tellement puissant, c'est des émotions hyper violentes. Et moi, je me souviens avoir lévité sur Rigoletto, mais vraiment scotché au plafond. Et c'est là que j'ai eu mes premières visions de mise en scène. C'est sur l'aria de Don Elvire dans Don Juan. Mais la réalité est plus prosaïque. À la fin des années 70, après avoir quitté la fac, vous vous retrouvez vendeuse chez Kenzo. J'étais quelques mois à la fac de Vincennes et je m'emmerdais en fait. Ouais. En fait, j'avais envie de bosser, j'avais envie d'avoir les mains dans le cambouis, j'avais envie de faire des choses. Donc je me retrouve vendeuse chez Kenzo et je paye avec ça, je paye mes cours de théâtre. Cours Florent. Voilà. Le problème, c'est que vous ratez 3 fois le conservatoire, quand même. Enfin, le problème, non, c'est pas un problème. Ah bon? Ben non, il y a plein de gens très bien qui ont raté le conservatoire et qui l'ont raté plusieurs fois. En fait, avec le recul, je pense qu'on apprend plus de choses dans la vraie vie que dans les cours. C'est sûr. Alors, ce n'est qu'à 23 ans que vous montrez enfin sur les planches, avec succès, une pièce écrite par le mari de Paloma Picasso qui avait fait d'ailleurs les décors et les costumes. Absolument. Vous interprétiez 7 rôles dans cette pièce. Tout à fait. C'est 2 garçons qui venaient de Buenos Aires, qui ont fondé le groupe C avec Arias et avec Martial Béraud. Donc c'est vraiment la bande des Argentins à Paris qui avaient fui Buenos Aires et qui ont vraiment réinventé le théâtre. Donc en fait, je leur ai dit, il faut que je travaille avec vous. Ils m'ont écrit 7 rôles. Et voilà, c'était une speakerine, Juliette de Roméo et Juliette, la fille de Lana Turner, enfin des rôles très différents. Et ça s'appelait Succès, mais ça n'en a pas été. Hein. Alors là, le patron de Z Records produit votre premier album, Piranana, avec les musiciens de Kid Creole, c'est quand même très très bien. Il trouve vos textes gainsbourgiens, donc il y va, il plonge. Je me retrouve en fait enregistré à New York, dans un studio qui s'appelle Electric Ladyland, qui est le studio de Jimi Hendrix. Donc c'était extraordinaire pour moi de me retrouver à New York à faire ce disque. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est la première fois que je rentrais dans un studio d'enregistrement. Que c'est pas un milieu où on vous explique tellement les choses, les gens sont pas très gentils. Donc voilà, c'était assez violent. C'était assez violent. Vous étiez un peu perdu quand même. Oui, j'étais un peu perdu, c'est vrai. La vie que vous meniez en dehors du studio, c'était pas non plus de tout repos. Je me souviens, entre autres, du dernier mix, du dernier titre de l'album qui s'appelait Narcissique, où on était faits comme des rats. Et ils étaient en train de démolir ce fameux dernier studio de Jimi Hendrix. Donc il y avait des gravats partout, les fils qui pendaient. Nous, on était complètement défoncés. Et on a fait un mix, mais c'est la meilleure chanson de l'album. Narcissique, avec un truc complètement barré. On avait l'impression d'entendre le fantôme d'Hendrix. C'était fou. Et le résultat est vachement bien. Mais l'album ne marche pas. Non, l'album ne marche pas. Alors, je n'oublierai jamais une critique de Jeanne Folly, je crois, qui avait dit que je chantais comme un petit cochon qu'on égorge. Oh. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Et ça me fait toujours rire, près de 30 ans après. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais trop barrée, trop floue. Donc voilà, le résultat, c'est que les chansons sont vachement bien. Je regrette de ne pas avoir pu refaire les voix, pour te dire. Voilà, avec une pochette quand même de Mondino. Oui, alors justement, vous devenez styliste pour la photo, pour la mode, avec Mondino, et vous participez aux pochettes de Chamfort, de Téléphone, de Christophe. Jonas. Vous faites un livre avec Gainsbourg qui s'appelle Bambou et les poupées. Comme styliste, absolument. Ça reste un moment quand même merveilleux d'avoir été chez lui, rue de Verneuil. À l'époque, vous êtes nightclubeuse, hein,
C'est vraiment la grande époque du nightclubbing. Vous êtes le pilier des nuits parisiennes. La preuve, c'est que quand les bains-douches ouvrent, c'est vous l'attaché de presse. J'avais commencé au Club 7 à 16-17 ans, puis le Palace avec Fabrice Hébert. Et donc j'avais un carnet d'adresses, évidemment, de tous les gens qui sortaient. Et Fabrice Coat et Jacques Renaud m'ont demandé de faire l'ouverture. Et l'ouverture des bains-douches, je sais pas si... Ah, j'y étais, oui. Tu y étais? Je sais pas si tu te souviens, mais ce qui était incroyable, c'est que la peinture était pas sèche. Et je me souviens que toutes ces dames avaient emprunté des fringues chez Mugler, chez Gaultier, et repartaient avec de la peinture sur les vêtements. Donc c'était une fête géniale, mais voilà, l'endroit n'était pas fini. Voilà. Alors, c'est avec un copain de Virée Nocturne, en fait, Pierre Grillet, que vous écrivez Paresseuse, mise en musique par Philippe Chani. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, indépassable. Ça, c'est une phrase de Pierre Grillet. Ouais. En fait, il arrivait chez moi un jour avec son petit carnet, enfin, comme tous les gens qui écrivent, il a un petit carnet avec des notes, avec quelques phrases, et j'ai tout de suite flashé sur ces phrases. Il y en avait d'autres. Il y avait « J'opte pour le soft », dit-elle, je sais pas quoi, et toutes les photos d'elle sont des photos couchées. Voilà, c'était évocateur, poétique, l'image d'une femme comme ça, nonchalante, qui se laisse aller. Et j'ai écrit la deuxième partie du refrain, le dernier couplet, la moitié du deuxième couplet, et voilà, et j'ai bidouillé le truc, et c'est devenu ce texte que Chani a mis en musique. Excellent gimmick, la ouate. Et voilà. Ouais. Alors, personne n'en veut, c'est ça qui est incroyable. Toutes les maisons de disques refusent de faire le disque, sauf Philippe Constantin, gloire lui soit rendue, chez Barclay, et là, ça devient un tube inouï. Dès que ça sort, c'est la traînée de poudre, et c'est la folie. Ouais, c'est du délire. Même cité par Mitterrand dans une interview avec Morosi. Absolument. Enfin, il était très branché, hein, Mitterrand. Après, j'étais déjeuner à l'Élysée 2 fois, et avec Attali, ça y allait sur Gage-Paty et tout, ça les amusait beaucoup, tout ça. Alors donc, vous devenez célèbre assez rapidement, finalement. Les attachés de presse, je me souviens, ils disaient, mais on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en général, un attaché de presse, ça rame pour avoir des télés, des radios, de la presse et tout. Et là, ils décrochaient, ah ben non, là, elle peut pas. Oui, là, elle peut. C'était incroyable. Donc, effectivement, pendant 2 ans, je n'ai plus fait que ça. Télé, radio, photo, la ouate. Enfin, un peu jusqu'à la nausée, quand même, au bout d'un moment. Alors, quelles ont été les réactions de vos parents, par exemple ? Ben, ils étaient, comme tout le monde, pétrifiés par ce succès. Mon père m'appelait la ouate. Non, mais la vérité, c'est que quand tout à coup, on est pris dans un tel tourbillon, un truc tellement violent, je dis toujours, la télé fait écran. Ouais. C'est vrai, ça le fait avec tout le monde. C'est pas vrai qu'avec un succès comme ça, tout le monde vous regarde pareil. Ouais. Le regard change. Et à force que le regard des autres change, ben, son regard change aussi. On finit par plus très bien savoir où on habite. Donc voilà, c'est pas simple. Vos amis ont réagi comment ? Bah, tout le monde est très content, mais en même temps, tout le monde est grisé. Tout le monde pète un câble. Alors, soi-même, on en pète un aussi. Mais autour, tout le monde est fou, quoi, parce que c'est une histoire de fou, parce qu'on n'est jamais libre, parce qu'on est tout le temps en train de parler de soi, on est tout le temps en train d'être sollicité par des gens qui vous trouvent absolument merveilleux. Alors, on trouve ça merveilleux, évidemment. On se dit, mais comment ils s'en sont pas rendus compte avant que j'étais un génie? Donc voilà, tout ça, ça devient une espèce de truc complètement fou, quoi. Vos rapports avec les médias, c'était comment ? Bah, c'était idyllique, c'était formidable. Moi, les médias m'adoraient, je les faisais rire. Vous êtes bonne cliente, oui, c'est vrai. J'étais super bonne cliente, je répondais à tout, je faisais des vannes. Bon, moi, j'adorais ça, la promo. Un peu comme Gainsbourg, pour moi, c'est un autre média de création, c'est très amusant. L'argent, vous avez gagné du pognon ? Ouais, j'ai gagné du pognon, bien sûr. Ouais. Bon, enfin bon, ça se dépense facilement. Hein. Ah oui. Et l'amour ? Est-ce que ça vous a rapporté plein de beaux garçons, cette histoire, Caroline ? Non, c'est pas comme ça. Non. D'abord, le succès se vit quand même très différent suivant qu'on soit un homme ou une femme, je crois. Le côté, les groupies et tout, je crois que les mecs en profitent bien. Quand on est une fille, on vit pas du tout les choses de la même manière. Non, ça rend plutôt les choses plus compliquées. Ça rend pas les choses plus faciles. Ah ouais. Ça vous a pas aidé sur le plan sentimental, alors ? Pas vraiment. Non, on peut pas dire. Le meilleur moment de toute cette époque, ça a été quoi ?
C'était une télé en Italie, parce que bon, C'est la Watt a été numéro 1 en Italie, mais les Italiens, ils étaient, nous à côté c'est rien, ils étaient tarés avec cette chanson. Quoi. Et bref, mon plus beau souvenir, c'était donc en Italie, à Sienne, sur la grande place de Sienne, qui est juste un des plus beaux endroits du monde, où il y avait le Palio au Moyen-Âge, et il y avait une scène, et c'était une grande télé italienne, et j'arrive sur le plateau et je commence à chanter la chanson, et il y a devant moi, je sais pas, 5 000, 10 000 personnes qui la chantent du premier au dernier mot. Ah ouais. C'était inouï. Ça fait drôle. C'était inouï, j'étais complètement portée, c'était fou quoi. Et puis l'endroit était tellement beau. Et le pire moment de cette époque? J'ai un peu l'embarras du choix. Ah ouais. Oui, les coulisses de tout ça étaient pas très marrantes. Ouais. Pas très marrantes. Derrière tout ça, il y avait beaucoup de souffrance. Voilà, quand on est devant et qu'on prend la lumière, il y a des gens qui sont pas devant, qui prennent pas la lumière, qui souffrent. Et donc voilà, c'était pas évident. Le revers de la médaille, c'est les problèmes que vous avez eus avec un des co-créateurs de la chanson? Oui, tout ça a été très compliqué. Ouais. Mais pour des raisons d'argent ou pour des raisons de reconnaissance médiatique? Les deux. Les deux. Ce qui était terrible aussi à la sortie de ça, c'est que vous n'étiez pas une chanteuse, en fait, vous étiez plutôt une chanson. J'étais devenue un trou avec du vinyle autour. Le soir, je cherchais ma pochette pour aller me coucher. Bon, c'est quand même moyen. Ouais. Oui, ça a cristallisé, ça a figé votre vie, quoi, d'une certaine façon. Oui, et puis enfin, le problème, c'est surtout que je suis une artiste, donc ma vie d'artiste, elle n'a pas commencé à C'est la Watt, et elle ne s'est surtout pas arrêtée à C'est la Watt. Oui. Donc, c'est un peu particulier à gérer. Il y a des moments, quand même, où on a l'impression d'être fou, quoi, parce que les gens vous renvoient un truc, on se dit, mais attends, je suis pas une chanson. Bon, déjà, je suis pas une chanteuse, mais en plus, je suis pas une chanson. Vous êtes retrouvé coincé dans un tube, en fait. Oui, un temps. Alors, le retour sur Terre, après tout ça, ça a été comment? Violent. Bah oui, parce qu'on part à 3000 à l'heure, c'est complètement grisant, c'est fou, c'est extraordinaire, et puis on voit pas le mur arriver, et puis on se le prend, quoi. Ouais. Mais d'une certaine manière, je suis contente que les choses se soient arrêtées avec ce showbiz et cette variété, etc. Mais j'ai retrouvé c'est la mise en scène qui vous a sauvé. C'est la mise en scène qui m'a sauvé la vie, absolument. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes nostalgique de cette époque de la Watt? Oh, bah, pas du tout. Alors, le contraire de nostalgique, hein, non. Ah non, chaque jour qui passe m'éloigne de cette époque et ça m'arrange, oui. Non, parce que franchement, ce que je fais maintenant est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus riche. Parce que bon, faire un tube comme ça, c'est magique, c'est extraordinaire. Enfin, c'est quand même que 3 minutes 30. C'est quand même qu'une page et demie de texte. C'est fou. Tu vois, je veux dire, c'est quand même... Mais ma vie d'artiste est beaucoup plus riche depuis 15 ans qu'elle n'était avant le tube. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je prendrais un bon avocat. Et je ferais attention à ce que je signe. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on me donnait un papier blanc et je signais. J'en avais rien à foutre. Puis je pouvais pas imaginer que ça allait être aussi fou, cette histoire. Alors, s'il fallait trouver une épitaphe pour vous, qu'est-ce que vous marqueriez? Un grand pas pour moi, un petit pour l'humanité. Non, j'avais trouvé un truc qui était marrant, c'est la vie, c'est pas coton. Oui, aussi, oui. Bien, bah, écoutez, merci, au revoir Caroline. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Bon, j'espère qu'elle va pas s'éteindre tout de suite quand même. Hein, non. Hein, on va laisser la lumière allumée. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.